Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette édition du Web Journal de Radio-Québec pour le 11 février 2019. On va y aller immédiatement avec les grands titres. On va parler des résultats, des retombées du discours sur l'État de l'Union de Donald Trump. Il bat des records d'approbation, de popularité. On va parler de Steve Bannon qui se mêle du dossier des Gilets jaunes, qui encourage finalement les Gilets jaunes. On va parler de Matteo Salvini en Italie, qui a annoncé vouloir abolir la Banque centrale. On va parler aussi de l'Australie. Un conseiller du premier ministre s'en prend à l'ONU. On va parler de la Hongrie, Orban qui favorise les naissances plutôt que l'immigration. Le Canada, pour sa part, qui entend accélérer les demandes d'asile en provenance de pays islamiques. On va parler aussi du Canada toujours et qui financera le mouvement LGBTQ mondial. Alors voilà, est-ce qu'on est bien en ligne? On va vérifier si on est bien en ligne. On dirait bien que oui. J'ai pas la boîte de commentaires. On va y aller, en tout cas, on va y aller avec les nouvelles. Alors, bonsoir tout le monde. On va parler en premier de ce taux record d'approbation de Donald Trump. Donald Trump qui vient de passer la barre des 50%. Il atteint maintenant 52% de taux d'approbation. Voilà, on est en ligne. 52% de taux d'approbation selon le sondeur Rasmussen. Il y a Pierre Martin dans le Journal de Montréal qui n'arrête pas de nous sortir des résultats à 39-40%. Il dit que Donald Trump est en chute libre. Alors que c'est totalement faux. Les sondages qui sortent 39-40%, quand on nous sort des sondages comme ça, ce sont les sondages CNN et on sait ce que ça vaut les sondages CNN. On sait que quand CNN a des panels de citoyens, ils leur disent quelle réponse souffler pour que ce soit anti-Trump. Dès que quelqu'un dit quelque chose de pro-Trump, on lui coupe le micro. Donc, il y a comme de l'ingénierie médiatique chez CNN. Et même CNN n'est pas capable de faire baisser Trump sous la barre des 39-40%. Ça, c'est avec une couverture médiatique négative à 93, 94, 95% selon les études de l'université Harvard. Alors, voilà, c'est que les médias sont plus capables de déterminer, de façonner l'opinion publique autant qu'auparavant. Les Américains qui sont qui s'informent beaucoup plus sur Internet et qui ont une méfiance par rapport aux médias, ils préfèrent écouter le président directement. Et à chaque fois que le président fait un discours directement à la nation, ça résonne chez les Américains. Ça a résonné durant la campagne électorale. Ça a résonné autant que ça, là, ça a résonné lors de son discours d'inauguration en janvier, le 20 janvier 2017. Il avait fait un discours à la JFK, encore une fois, un discours dans lequel la plupart des Américains pouvaient se reconnaître. Les médias avaient tenté de spinner ça comme un discours fasciste, etc. Il n'y avait rien de ça là-dedans, évidemment. C'est un discours pour le peuple américain. On redonne le pouvoir au peuple. C'était essentiellement le message du discours sur le discours d'inauguration, et c'était à peu près la même chose qui s'est produite avec le discours sur l'État de l'Union. C'est un discours qui donnait, comment je pourrais dire, matière à réflexion, même pour les démocrates. C'est-à-dire qu'il y avait des mesures pour les républicains, il y avait aussi énormément de mesures pour les démocrates. Il s'est prononcé en faveur de l'immigration, de beaucoup d'immigration, les femmes dans la force de travail, etc. Donc, il ratisse, Trump, dans son discours, a ratissé très, très large. Et ceux qui étaient présents au Congrès, qui ont écouté le discours, les candidats pour 2020, Kamala Harris, Elizabeth Warren, etc., ont dû se dire « Oh boy, ce gars-là va aller chercher, va avoir un discours très, très, très rassembleur en 2020 ». C'est ça qui s'est passé avec ce discours. Le discours de Donald Trump, de l'État de l'Union, était très, très, très rassembleur. Il y en avait pour tout le monde là-dedans. Et c'est pas quelqu'un qui gouverne en fonction seulement de sa base électorale, vous comprenez? Il est là pour le peuple américain, pour redonner au peuple américain sa liberté, son pouvoir d'achat, etc. Et l'architecte de ça, c'est Steve Bannon, l'architecte de cette victoire électorale qui place le citoyen ordinaire au centre des préoccupations de la vie politique. Voilà, c'est le message de Donald Trump. Puis celui qui a organisé ça, c'est Steve Bannon. On va en parler un petit peu plus tard.
Alors, Trump qui atteint 52% d'approbation, hein, selon le Rasmussen. Voilà, et ça, vous devez comprendre que ça, c'est malgré une couverture médiatique, comme j'ai dit, là, incessante. On lui écrit des injures, on le traite de tous les noms. On essaie de le faire paraître de la pire façon possible. Et les Américains qui approuvent quand même à 52%, ils étaient 76% à avoir aimé le discours sur l'État de l'Union, j'en ai parlé. Ils sont 52% maintenant à apprécier le travail du président. Et c'est un homme qui ne s'excuse pas et qui ne joue pas, qui ne plie pas devant les médias. Vous comprenez ça? Et là, je vais faire le parallèle ici. 52%, premièrement, là, ça, c'est 2 fois plus que Trudeau, c'est 2 fois plus que Macron. Hein, des gens qui ont été élus par l'oligarchie, le système bancaire, puis qui font pas le travail du peuple. Ils sont là pour imposer les vues de l'oligarchie à leur population, pour essentiellement faire le passage, effectuer la transition vers le nouvel ordre mondial, la destruction de la nation, de la souveraineté, du modèle social, la famille, etc., le modèle social traditionnel. Ces gens-là sont là pour le détruire, alors que Trump, Salvini, Orban, etc. sont là pour mettre un frein à l'ordre, à l'agenda mondialiste et à rétablir un système d'État-nation, la famille, en fait, les trucs traditionnels. Alors, voilà, et ces gens-là ne plient pas devant les médias. Et là, je veux faire ici le parallèle avec ce qui s'est passé la semaine dernière avec la question du hijab. Hein. La ministre Charest, Isabelle Charest, qui avait dit que c'était un symbole de l'oppression des femmes, elle avait dit que tout le monde pensait, mais je veux dire, elle avait dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas au Québec. Essentiellement que le hijab, on n'en veut pas, on est une société égalitaire entre les hommes et les femmes, et que c'est un symbole d'oppression de la femme. Ça vient avec un ensemble de valeurs. Hein. Ça vient, si on le porte, parce que c'est un commandement du Coran, mais ça veut dire qu'on suit tous les autres commandements du Coran, hein, incluant le fait que le témoignage, ben, c'est la charia, voilà. Alors, dans la charia, la femme n'a pas le même statut que l'homme. Alors, si c'est un symbole islamique, ben, c'est un symbole qu'on soumet à la charia, puis dans la charia, la femme n'a pas le même statut que l'homme. Alors, c'est comme 1, 2, 3. Tout le monde le sait au Québec, tout le monde pensait comme elle. Et les gens ici qui disent, qui ont été déçus des excuses de la ministre, je pense que vous êtes comme moi et comme Mme Bombardier ici qui a dit pas d'excuses, Mathieu Bock-Côté qui a dit pas d'excuses, sont plusieurs à avoir dit qu'elle aurait pas dû reculer. Parce qu'elle a reculé essentiellement devant quoi? C'est devant les médias qu'elle a reculé. C'est encore une fois, et je l'ai dit la semaine dernière, on n'a pas besoin de s'excuser quand 80% de la population pense comme nous. Hein, on n'a pas besoin de danser à la musique des médias. Hein, c'est les médias qui font du chantage, c'est du chantage médiatique. Ils essaient de mal te faire paraître avec une caricature dans les journaux anglais. Puis, mais quand la population est derrière toi, on n'a pas à s'excuser. Puis ce que ça donne, c'est des taux d'approbation comme ceux du président Trump, comme ceux de Salvini puis de Orban, hein, qui sont extrêmement populaires dans leur pays. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle la CAQ est populaire. La CAQ est populaire parce qu'elle exprime la volonté largement exprimée de la majorité québécoise. Hein? C'est pas comme les libéraux. Les libéraux nous imposaient leur vue extrémiste, hein, une commission sur le racisme systémique, alors que la CAQ, en tout cas en ce qui concerne l'identité, représente et le reflet du Québec français. C'est pour ça qu'elle est populaire. C'est pour ça que Trump est populaire. C'est pour ça que la CAQ est populaire. C'est pour ça que Salvini, que Orban sont populaires. Parce qu'ils ils expriment les souhaits de la population. Ils se font la courroie de transmission de la volonté populaire. Et quand on se fait la courroie de transmission de la volonté populaire, on n'a pas besoin de s'excuser, Mme Charest. OK? Alors ça, voilà, c'est ça. Donc, je voulais faire le pont. Laissez faire les médias et assumez vos propos. Voilà. Là, ici, Steve Bannon, on continue Steve Bannon, hein, qui dit que les gilets jaunes inspirent le monde entier. Alors, l'ex-conseiller de Trump étrille Emmanuel Macron, chante les louanges des gilets jaunes et prédit un séisme électoral pour les européennes en mai. Alors, Steve Bannon, hein, qui a été le directeur de la campagne électorale de Donald Trump, c'est lui qui a été chercher l'Américain moyen, là, hein, ce qu'on appelle les cols bleus, là, ceux qui ont perdu leur emploi dans les usines
à cause de la délocalisation. Les usines sont parties en Chine, sont parties au Mexique. Hein, des familles brisées à cause des politiques mondialistes, à cause des politiques financières des banques qui avaient aucun scrupule, qui n'avaient aucun remords à détruire des communautés entières, des villes, afin de sortir une pièce ou deux d'une compagnie. Alors, le théoricien, celui qui a appliqué la théorie du populisme aux États-Unis, c'est Steve Bannon. C'est la jonction Steve Bannon et Donald Trump qui a produit ce gigantesque succès électoral. Et là, c'est ça, Steve Bannon il n'est pas derrière, contrairement à ce que des personnes disent, hein, des personnes posent la question, est-ce que Steve Bannon est derrière le mouvement des Gilets jaunes? Non, il n'est pas derrière le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement réellement organique. Hein, c'est parti de la base. C'est un mouvement... les gens sont réellement tannés, c'est un mouvement populiste, ils sont écœurés d'être pressés comme des citrons, pressés comme des olives, hein, de ne plus être capable d'arriver alors qu'on voit les banques faire des milliards de profits, hein, puis les personnes en haut vivent de privilèges, de toujours échapper au système judiciaire, hein, les peines, il n'y a jamais de peine... pour les amis du pouvoir, hein, ceux qui se tiennent dans les cénacles mondialistes, on l'a vu récemment avec SNC-Lavalin, hein, Trudeau qui apparemment serait intervenu pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de poursuite contre SNC-Lavalin. Quand on est un ami du pouvoir, quand on contribue financièrement, quand on est un milliardaire, on reçoit, on a des peines allégées, alors que le petit contribuable ordinaire, lui, se voit toujours infliger de peines exemplaires. Hein, c'est des amendes hyper salées, voilà. Alors que les fils les amis du pouvoir sont toujours obtiennent des non-lieux en justice, le procès avorte, etc., etc. Alors, l'écœur en titre de la population, hein, le mouvement des Gilets, on le ressent partout en Europe, partout en Occident. Mais c'est la jonction entre cet écœur en titre dans la population et le fait de mettre un vote en faveur de Donald Trump, c'est Steve Bannon qui a réussi à faire cette jonction-là. Et il dit, c'est ça, ils inspirent le monde entier. Hein. C'est une révolte populiste qui... et là, ce qui est fascinant, c'est que les médias n'en parlent pas du tout. Il n'y a rien à la CBC. Samedi dernier, il y a des gens qui perdent leurs mains, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital. En France, c'est pratiquement une insurrection, là. Et il y a de ce mouvement-là partout. La BBC n'en parle pas. Radio-Canada n'en parle pas. Les Gilets jaunes qui ont milité, on a vu les Gilets jaunes d'Alberta aller devant les locaux de la CBC, Radio-Canada, les qualifier de fake news. Les gens voient que les médias sont à la botte du système. Hein. Ils évitent de parler de cette révolte mondiale que représentent les Gilets jaunes. On essaie d'éteindre le mouvement, le populisme. Alors c'est ça. Donc, si vous voulez une preuve que les médias ne sont pas objectifs, qu'ils ne sont pas les gardiens de la démocratie, qu'ils sont à la botte du pouvoir, eh bien, c'est leur couverture, justement, du mouvement des Gilets jaunes. Alors, Steve Bannon qui dit « Gilets jaunes inspirent le monde entier », oui, c'est ça. Essentiellement, c'est un peu comme la révolte en Islande, les Gilets jaunes. Hein, et en Islande, ils ont refusé de payer la dette, hein, parce qu'elle avait été... c'était des emprunts frauduleux. Ils ont eu des référendums. Ils ont sorti leurs élus. Hein. Les Gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est un peu comme la révolution islandaise. Et comme on n'entend pas parler de la révolution islandaise dans les médias, hein, on n'entend pas parler des Gilets jaunes. Les médias sont là pour conserver l'ordre établi. Voilà. Alors, ici, la prochaine, on continue. Salvini, hein, toujours Salvini qui fait appel à l'élimination de la Banque centrale d'Italie. Hein. Il dit, qu'il va y avoir du temps de prison pour les fraudeurs, hein, fraudsters. Alors, la nouvelle ici, c'est sur Zero Hedge. Hein, on dit vendredi dernier, la Bank of America avait averti qu'il y allait avoir des soubresauts dans les marchés à cause d'une accélération du populisme mondial. Hein? Donc, Bank of America avait annoncé comme dans un mémo, une publication que il y allait avoir des soubresauts financiers à cause d'une accélération du
la croissance du populisme, de l'écœurantite des populations mondialement, à cause de la taxation, de la réglementation, qui étrangle je veux dire, le citoyen ordinaire et l'interventionnisme gouvernemental. Il y a on n'est plus dans un système de liberté. Le gouvernement intervient pour nous dire comment vivre, quoi manger. Trop de régulation et trop de taxation. Donc, il y a une montée du populisme. Et là, Salvini, qui avait dit qu'on devait en tout cas, ben c'est ça, il dit qu'on devrait essentiellement éliminer la Banque centrale d'Italie. Et là, ça c'est très bien, hein, je veux dire, je vais faire le saut. Quand je parlais des Gilets jaunes en France, je disais qu'ils devaient non pas viser Emmanuel Macron, mais ce qu'il y avait derrière Macron. Et ce qu'il y a derrière Macron, ce sont les banquiers internationaux. Hein, c'est eux qui l'ont mis en place, Jacques Attali, Alain Menck, etc. Et derrière eux, le système bancaire mondial, les très hauts échelons du système bancaire mondial, ceux qu'on ne voit jamais à la télévision, c'est eux qui ont mis en place Macron et Trudeau, Merkel, etc. Donc, c'est ça qu'on devrait essentiellement viser. Et là, on voit que le mouvement populiste devient intelligent et vise les banques centrales. Et Matteo Salvini, qui le dit ouvertement, hein, qui s'en prend à la Banque centrale d'Italie, qui imprime de l'argent et qui génère de la dette. Hein, on endette, les gouvernements s'endettent auprès de personnes privées, d'institutions en tout cas. C'est complexe, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais essentiellement, le gouvernement, au lieu de s'endetter lui-même, de s'endetter auprès de sa population, s'endette, auprès d'institutions privées et de banques centrales qui souvent ne font que étendre du crédit au gouvernement. Hein? Comme à la Fed aux États-Unis, elle ne fait qu'ajouter des zéros à la dette, elle ne fait qu'imprimer du papier et le gouvernement lui doit de l'argent. Alors, ce système-là frauduleux des banques centrales qui contrôlent le système international depuis au minimum un siècle, eh bien, tire à sa fin, entre autres à cause de cette révolte populiste des Gilets jaunes et de l'élection de gouvernements populistes comme Salvini, Orban, Trump, Bolsonaro, etc. Un autre signe, hein, c'est là-dessus que je voulais opérer un embranchement. Un autre signe de la fin imminente du système des banques centrales, hein, et notamment de la Fed aux États-Unis, c'est le fait que Donald Trump se retire des pays où les zones d'engagement militaire. Bon, il y a la Corée, il y a l'Afghanistan, il se retire de l'Afghanistan, il se retire de Syrie, il veut faire la paix avec l'Iran, hein, c'est ça. Et le Venezuela aussi, ça va être comme ça éventuellement. Je ne pense pas que Trump va tenter de renverser Maduro. Et ce qu'il y a derrière ça, hein, derrière ce retrait des troupes américaines d'un peu partout dans le monde, ce que ça annonce, c'est la fin du pétrodollar. Hein? Les États-Unis sont intervenus partout dans le monde pour maintenir la valeur de leur dollar, hein, parce que les échanges de pétrole partout dans le monde, les pays producteurs de pétrole vendent leur pétrole en utilisant le dollar. Le dollar est comme la monnaie d'échange. Et le dollar n'est pas adossé à de l'or comme il l'était avant 1973, mais il est comme d'une façon informelle adossé au baril de pétrole. Il est lié au baril de pétrole, au commerce de pétrole. Et en se retirant du Moyen-Orient comme ça, les États-Unis, ce qu'ils font, ils font exactement le contraire de ce que l'État profond veut. L'État profond, lui, renversait les pays. Hein, Saddam Hussein avait dit qu'il voulait utiliser l'euro pour vendre son pétrole. Ils sont intervenus immédiatement, ils l'ont renversé. Même chose avec Kadhafi, il avait annoncé qu'il allait utiliser l'euro, qu'il allait cesser d'utiliser le dollar pour vendre son pétrole. Et ils l'ont renversé, je pense, 3-4 mois après. Hein. Tu fais l'annonce, puis t'es mort après. C'est assez... Il y a plusieurs pays comme ça. Hein. Les États-Unis ont défendu la valeur de leur monnaie militairement. Okay? Tout le monde le sait. Hein? Quand on dit les États-Unis interviennent toujours à cause du pétrole, on dit toujours ça, les États-Unis interviennent dans les... S'il n'y a pas de pétrole, ils vont pas. Comme au Rwanda, il n'y avait pas de pétrole, ils sont pas allés. Mais dès qu'il y a du pétrole, ils sont là. Ils vont, lorsque le pétrole est impliqué, pas seulement à cause qu'ils veulent que leurs pétrolières
fassent des milliards, des profits. C'est la version de surface. Hein. On veut que les compagnies pétrolières américaines fassent du profit, etc. Ils ont des actions là-dedans. Dick Cheney était je veux dire, actionnaire de Halliburton, et puis ils ont obtenu des contrats en Irak, etc. On sait, c'est la surface des choses. Mais en dessous de ça, c'est parce que la valeur du dollar américain est adossée au pétrole. Hein? Il y a un lien entre la dette, le dollar et le pétrole. C'est ce qu'on appelle le pétrodollar. Alors, ils interviennent militairement pour maintenir la valeur du dollar en plus de vouloir faire du profit à leur compagnie, à leur secteur énergétique. Alors, ce que Trump fait en retirant les troupes de partout, c'est qu'il va provoquer un effondrement du dollar. Comprenez que le dollar les États-Unis n'interviendront plus militairement pour maintenir la valeur du dollar. Qu'est-ce que ça va créer, ça? C'est une chute du dollar. Et qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce qu'une chute du dollar va créer? Ben, c'est exactement ce que je disais la semaine dernière, hein, c'est que éventuellement la dette va être beaucoup plus facile à repayer si les États-Unis sortent un nouveau système appuyé sur l'or. Hein, un nouveau système monétaire appuyé sur l'or, une nouvelle devise appuyée sur l'or. Si le dollar de la Réserve fédérale vaut plus rien, ben ça va être très facile à repayer la dette. C'est pour ça que je disais, est-ce que vous voyez un petit peu la vision d'ensemble, là? Je commence à avoir proposer une vision d'ensemble entre les événements internationaux, les guerres, le retrait des troupes de Donald Trump, la dette US, le fait que les États-Unis veulent sortir du dollar, aller sur une nouvelle devise appuyée sur l'or. Hein? Ben, c'est ça, retirer les troupes, c'est exactement le contraire du jeu de l'État profond. Hein? Ils enlèvent la puissance de l'État profond. Le système de banque centrale qui contrôle les pays par la dette. Comment tu fais pour te débarrasser du mondialisme? Et ceux qui me disent, là, Trump, c'est un Rothschild, etc., il joue double jeu. Ben oui, s'il jouait double jeu, il n'enlèverait pas là, il enlève brique par brique la fondation du pouvoir des banques centrales. Vous comprenez? Là, il y a Salvini qui attaque la Banque centrale d'Italie et il y a Trump qui est en train de déconstruire le pétrodollar, les fondations du pétrodollar. Hein? Alors, c'est majeur comme vision d'ensemble, comme plan, hein, de réforme économique. C'est la fin de l'esclavage monétaire, hein, la fin des banques centrales, comme le dit Salvini ici, et la fin de la Fed, comme Trump l'a annoncé. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, hein, qu'il s'attaque à la Fed, etc. Tout ça, je veux dire, va mettre fin éventuellement à ce qu'on appelle l'esclavage monétaire des peuples, le contrôle des gouvernements par la dette. C'est ça qui va se passer. OK? Alors, d'une part, comme si attaque de la part de Salvini dirigée vers la Banque centrale d'Italie. Même chose avec Trump, il a attaqué la Fed. Il retire les troupes, le pétrodollar va s'effondrer, ils vont proposer une nouvelle monnaie. Voilà, une nouvelle économie mondiale libérée du contrôle des banquiers centraux. Ouf! Je pensais pas passer autant de temps là-dessus. Voilà. Alors, on va continuer avec ça ici. L'Italie, hein, donc, un des conseillers du premier ministre australien, pardon, l'Australie, un des conseillers du premier ministre australien, dit que les changements climatiques sont une ruse pilotée par l'ONU pour établir un nouvel ordre mondial. Imaginez le pavé dans la mare, à quel point les gens commencent à nommer les choses. Est-ce que vous le savez, ça? Je veux dire, est-ce que vous le constatez qu'il y a un vent de changement partout dans le monde, que les gens commencent à dire les vraies choses, que les peuples se révoltent? Hein, il y a les gilets jaunes, il y a des gens qui disent, là, c'est le nouvel ordre mondial, qui critique directement cette tentative de l'ONU de prendre le contrôle des États-nations, notamment par l'agenda vert, hein? Les banques centrales sont attaquées directement. Le voyez-vous? Est-ce que vous le sentez, le vent de changement, là, un peu partout dans le monde? Alors, c'est ça. Climate change is a hoax developed as a part of the secret ploy by United Nations to undermine democracies and take over the world. Top advisor to Tony Abbott, Australia's Prime Minister, has warned. Hein? Ça, c'est un site très intéressant ici qui s'appelle Technocracy
News and Trends. Je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil sur ce site-là. Il y a plein de nouvelles super intéressantes. Je l'ai découvert tout récemment et je vais probablement inclure dans mes web journaux pas mal plus de nouvelles de leur part. Alors, Maurice Newman, hein, un des conseillers en affaires du premier, le Chief Business Advisor du premier ministre Abbott, a dit que la science showing links between human activity and warming climate was wrong, but was used as a hook by the UN to expand its global control. C'est utilisé, premièrement, beaucoup des algorithmes, mais quand on nous fait des prédictions, c'est sur super longtemps, puis c'est des mathématiques faites par les hommes, hein, fait qu'ils ont des données, là, X, Y, Z, puis là, il dit, on va multiplier par un facteur de 4 avec c'est des prévisions, il y a énormément d'interventions humaines dans les mathématiques pour la science sur le climat. Le consensus est beaucoup moins gros que ce qu'on pense. Hein. Le consensus est pas mal aussi... la science derrière ça est subventionnée, elle est payée. Hein. En tout cas, comme beaucoup des trucs scientifiques, des études qui vont dans le sens de l'idéologie du système sont subventionnées. Il y a quelques années, je pense en 2011, les scientifiques à l'ONU, hein, il y avait eu un scandale, leur courriel avait été révélé, hein, et leur courriel disait que le réchauffement climatique n'était pas aussi important que prétendu. Et là, qu'il fallait maquiller les chiffres. Hein. Les courriels c'était sorti dans la presse anglaise, etc., hein, qu'ils maquillaient les chiffres pour créer de l'alarmisme. Et on crée de l'alarmisme pour faire en sorte que les États se départissent de leur souveraineté nationale au profit de l'ONU. Et là, ici, c'est le conseiller principal en affaires du premier ministre australien qui dit exactement ça. Climate change is a UN-led ruse to establish New World Order. Pas seulement ça, hein, je pense que ça figure dans un des papiers blancs, un des livres blancs du Club de Rome dans les années 70. Il disait, pour établir un gouvernement mondial, le Club de Rome disait, pour établir un gouvernement mondial, on doit créer soit comme une peur mondiale, soit comme une invasion extraterrestre ou une catastrophe climatique pour que les États se départissent de leur souveraineté au profit d'un gouvernement mondial. Eh bien, depuis la publication de ce livre blanc du Club de Rome, c'est exactement ça qu'ils ont déroulé, là. Je ne veux pas rentrer dans les détails du réchauffement climatique. Je ne veux pas dire non plus que ça n'existe pas du tout. Je veux pas être là-dedans, mais il faut vraiment trouver, il faut savoir que l'ONU s'en sert en maudit pour faire avancer son agenda de nouvel ordre mondial. Et là, ici, c'est le conseiller principal du premier ministre australien qui l'a crié haut et fort. On continue. Ici, la Hongrie, hein, finalement, qui va favoriser les naissances et non l'immigration. Alors, c'est ça, hein, Orban, comme je l'ai dit, hein, lui, eux autres ont fait des choix différents, les choix normaux. Ça, c'est des choix normaux, ce que la Hongrie met de l'avant. Ça n'a rien à voir avec de l'extrémisme ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, l'argent que les familles pompent en taxes vers l'État leur sont retournés, lui est retourné, leur est retourné. Pour qu'ils puissent bien vivre, hein, s'épanouir en tant que famille. Ici, partout ailleurs en Occident, hein, la famille, c'est comme presque mal vu. Hein, j'ai parlé à plusieurs reprises de ces publications officielles, New York Times, MSNBC, les journaux, je sais pas, comme l'Actualité, le Business Insider, qui dit « ça coûte trop cher les enfants, vive la vie sans enfants, etc. » Hein? Les enfants, ça augmente notre empreinte carbone. Il y a comme une espèce d'offensive médiatique pour nous décourager d'avoir des enfants, tout en nous disant qu'on a besoin de main-d'œuvre, hein, paradoxalement, et donc faire en sorte qu'on se renouvelle par l'immigration. Les choix qu'on a faits ici en tant que civilisation en Europe, hein, en fait, c'est pas nous qui avons fait les choix, c'est ceux qui contrôlent nos gouvernements qui nous imposent ça. C'est de prendre l'argent de la classe moyenne puis de la donner aux immigrants. Hein. La Hongrie fait exactement le contraire. L'immigration, j'en parle souvent. L'Institut Fraser a chiffré à 23 milliards de dollars par année qu'elle coûte au Canada en coût d'intégration en programmes de toutes sortes. Hein.
23 milliards de dollars. Juste les illégaux au chemin Roxham, c'est quelques centaines de millions, mais c'est les illégaux. Après ça, il y a toute l'immigration légale qui charge, qui nous coûte excessivement cher. Ça a été étudié et démontré. J'en ai parlé dans une vidéo sur l'immigration, justement. Et la Hongrie qui a fait le choix inverse, donc le choix de, au lieu de donner de l'argent pour renouveler la population par l'immigration, elle retourne l'argent aux familles. Hein? Donc, imaginez, là, premier enfant, 10 000 $, deuxième enfant, 20 000 $, troisième enfant, 30 000 $, 40 000 $. L'hypothèque se paye super rapidement quand on décide de renouveler, de favoriser la famille. On veut favoriser, c'est ce qu'on devrait faire, et c'est ce dont j'ai parlé dans cette vidéo dont je parlais tout à l'heure sur l'immigration. Au lieu de donner l'argent de nos taxes pour héberger l'immigrant à l'hôtel, comme on fait présentement, on devrait prendre cet argent-là et stimuler la natalité et stabiliser financièrement les familles qui, pour beaucoup, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Hein. On a de la misère à payer les cahiers à nos enfants, on n'a plus de vacances, etc. Est-ce qu'on veut un deuxième enfant? Oh non, ça va coûter trop cher, etc. Ben oui, c'est parce qu'on nous taxe, puis on prend tout l'argent, puis on le donne aux migrants, au lieu de renouveler notre population ici. Voilà, alors la Hongrie d'Orban qui a fait le bon choix. On le souligne quand ça passe, hein. Voilà, nous autres ici, c'est ça, hein, c'est le contraire. Donc, Ottawa qui alloue plusieurs millions aux LGBT du monde entier. Hein, on donne notre argent aux dictateurs du monde entier en aide internationale. On finance à peu près tout, hein, tout ce qui est mondialiste, là, le mouvement LGBT un peu partout dans le monde. Voilà, donc notre argent qui s'envole par les fenêtres, comme on dit. Ici, après l'intervention du Drag Queen Reading Hour, hein, l'heure du conte dans les garderies du Québec, la garderie Arc-en-Ciel. Là, maintenant, ici, c'est à Polytechnique que les drag queens s'invitent. Ils ont apparemment, Poly a une semaine de la diversité du 11 au 15 février. À Polytechnique, vous pouvez imaginer. Et ben là, dans le... C'est comme en Europe, hein. En Europe aussi maintenant. Je pense que Sciences Po à Paris a justement comme une espèce de camp d'été de la diversité ou une semaine de la diversité. Quand, justement, ouais. Et quand tu essayes, dans certains des ateliers, je me rappelle de certaines nouvelles en France, certains des ateliers, lors de la semaine de la diversité, si tu es un homme blanc, tu n'as pas le droit de rentrer, là. Hein? T'es expulsé. C'est pas pour tout le monde. C'est pour la diversité. La diversité, c'est exclusif. Hein? C'est... voilà. Donc, c'est ça, Poly qui emboîte le pas à Sciences Po en France, à Paris, et qui a une semaine de la diversité. Donc, c'est ça. La démarche est une action de contenu dans un plan d'action de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Nous apprendons sur la page Facebook de l'institution. Ce qui crée essentiellement le problème, c'est ça, c'est le paradoxe ici, c'est qu'à force de nous envoyer ça dans la gorge, c'est ça qui crée de l'intolérance puis du ressentiment de la part de la population. À force de voir, je veux dire, d'être bombardé de ça tout le temps, partout. J'en ai parlé sur Netflix, à la télévision, dans les nouvelles. À un moment donné, il y a une saturation. Il y a une saturation. Je l'ai dit quand j'ai parti Radio-Québec, j'ai dit il y a pratiquement pas une journée où est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle trans sur les trans à quelque part, que ce soit dans le journal Métro, dans le Journal de Montréal, à la télévision, dans les écrans qui nous entourent, dans le métro. En tout cas, c'est un agenda qui est poussé, c'est idéologique. Hein, et ça va dans le sens de faites pas d'enfants, vive l'homosexualité finalement. Moi, j'ai absolument rien contre. Je sais qu'il y a plein de livres ici que j'ai qui viennent d'homosexuels patriotes, hein, qui ont peur, d'ailleurs, les homosexuels qui ont peur de l'avancée de l'islam en Europe, hein, parce qu'ils perdent leurs droits. J'en ai parlé de ça lors de la campagne électorale. C'est pas ça du tout le truc. Le truc, c'est que ce qui chicote, c'est que c'est zéro famille. Hein, c'est comme une charge idéologique, je parle du système, là. Charge idéologique contre la famille traditionnelle et le fait d'avoir des enfants. Et puis au contraire, financement sans fin du mouvement LGBT et des trans. C'est ça qui est l'espèce de disproportion, parce que éventuellement c'est ça qu'on veut. Hein. On veut arriver à la fin de la reproduction sexuée. On veut plus de couple avec des enfants, c'est ça qu'on veut éventuellement. C'est pour ça qu'on fait la promotion de ça.
On voudrait que la population soit 100% homosexuelle, hein, comme ça il y aurait plus d'enfants. Ça serait le gouvernement qui produirait le nombre de personnes au besoin. Comme dans le livre Le meilleur des mondes, hein, dans les cuvettes. On produira les enfants dans les cuvettes. Lise Ravary l'a dit, hein, la famille, c'est là, lors du truc du scandale de Covington, des étudiants de Covington, elle dit la famille, c'est là où se perpétuent les stéréotypes sur le racisme. Et ça, c'est un des... la nation, c'est la guerre. Ça, c'est un des mantras des puissances mondialistes. La nation, c'est la guerre, et la famille, c'est le foyer du racisme et de la discrimination. Hein, c'est ça. Alors, vous voyez, c'est ça. Et donc, étant donné que la nation, c'est la guerre, il faut faire imploser les nations, ouvrir les frontières. Étant donné que la famille, c'est là où se perpétuent toutes les préjugés, les sources de la discrimination. Il faut faire imploser la famille. Vaut mieux financer la diversité, le mouvement trans-LGBT. On va être beaucoup plus égaux comme ça. Voilà. Alors, c'est pour ça que... essentiellement, si tu essaies de partir un groupe de défense de la famille traditionnelle, tu ne recevras pas un sou du fédéral. Je sais, j'ai lu des livres là-dessus. Il y a des études qui ont... des tentatives qui ont été faites. Là, on essaie de partir comment je pourrais dire, une organisation pour défendre la famille. C'est impossible d'avoir des sous du fédéral. La même personne fait la démarche d'un bord puis la démarche de l'autre bord. Dès qu'il fait la démarche de l'autre bord, défense des lesbiennes, blablabla, là, tout de suite, le fédéral octroie de l'argent. OK, ça a été, je pense que ça a été fait dans les années 90, cet essai-là. Depuis, ça a juste augmenté, puis ça a empiré avec Trudeau. Alors, il y a une pression idéologique, là, ici. Voilà. Ça va dans le sens du remplacement de la population. Voilà. Alors, on va finir avec ça ici. Je pense qu'on peut y aller avec ça ici. Ah oui, c'est ça. Donc, des nouvelles en vrac, rapidement. Hein, une ville allemande, seulement 8% des migrants à l'école parlent l'allemand couramment. Hein. Donc, échec à l'intégration des migrants en Allemagne. Et ici, ça allait tout à l'heure avec ce dont je parlais. En fait, c'est un article de 2016, ça, ici. Ça vient de la NASA. Hein, et ça dit le dioxyde de carbone est en train de fertiliser la planète. Une étude se rend compte de ça. Une étude démontre que parce que le CO2, hein, le CO2, il faut dire que c'est de la nourriture pour les plantes. Hein. Maxime Bernier l'a dit, les gens ont ri de lui. Le CO2, c'est ça qu'on injecte dans les serres pour faire pousser nos tomates. Comprenez, les tomates en serre, là, les plantes consomment du CO2, c'est leur oxygène. Alors, plus il y a de CO2, plus la planète est luxuriante, plus elle est verte. Là, malheureusement, j'ai pas la... J'aurais dû montrer la photo, j'aurais dû inclure la photo, je l'ai ici, voilà. Est-ce que je suis capable de... Oui, je suis capable de... Voilà. Hein? Et donc, la planète est en train de verdir à cause du CO2. Ça, c'est une étude de la NASA qui démontre ça. En fait, c'est une étude sur le site de la NASA. Hein? Alors, le CO2, ça fait aussi en sorte que la désertification recule. Hein? Tout devient plus vert. La planète est en train de devenir plus verte. Hein? C'est ça qu'une étude publiée sur le site de la NASA démontre. Alors, voilà. Alors, ça fait le tour des informations dont je voulais parler aujourd'hui. On va prendre vos questions, commentaires. Je voulais remercier Michel Massicotte pour un don de 100 $. Il m'a envoyé un chèque MoneyGram par la poste, un mandat poste, c'est ce qu'on appelle un mandat poste de 100 $. Merci Michel. Et il y a aussi sur PayPal, il y a Marc Cabana, 40 $. Il y a Patrick Fortin, 5 $. Nicolas, en France, 2,16 €. Et Go Enki, un autre 15 $. Merci beaucoup. Il y a plein de petits trucs à acheter. Là. J'ai failli partir aujourd'hui sur le nouveau logiciel avec Wirecast. On l'a testé. Il y a des personnes qui étaient présentes, je pense, samedi soir à 1h du matin. On l'a testé et puis ça fonctionnait. Le problème, c'est qu'on a juste du son mono. Alors, on a tout installé le système audio. Le son est juste mono, fait que vous l'entendriez normalement seulement que d'un côté, là, le haut-parleur gauche. Là, ça nous prend une petite bébelle pour diviser le son dans les deux haut-parleurs. En tout cas, c'est sans fin, les petits problèmes comme ça. Mais vos dons, ça nous encourage, puis ça permet justement d'acheter ce matériel-là. Tout seul, je serais clairement, je me serais fatigué depuis longtemps. Là, financièrement, j'aurais été à bout. On n'aurait pas réellement développé.
Alors, merci beaucoup. Ça permet le développement de Radio-Québec. Ça m'encourage, là. Il y a des gens aussi qui ont mentionné que l'éclairage faisait un peu cafétéria. Je me rappelle plus c'est qui. Je pense que c'est sur YouTube. Alors, j'ai changé un peu l'éclairage. Je me demande ce que vous en pensez. C'est un petit peu plus... Oups. C'est un peu plus jaune, un peu plus chaleureux. Je pense que c'est un petit peu mieux. Hein. On va faire aussi d'autres modifications. Je vais mettre un petit peu plus de bois. Voilà, et donc, si vous voulez nous appuyer, alexiscossette-trudel1@gmail.com pour un virement Interac. paypal.me, /Alexis Cossette, et nous encourager aussi sur Patreon. Ça, c'est au mois. Patreon.com, /Radio-Québec. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe du côté des commentaires. On va y aller avec YouTube en premier. Bravo pour les 5000 abonnés. Ben oui, c'est ça. Pascal Laporte dit 5000. Je viens de taper les 5000 abonnés. Hein. Là, je suis à 5000. Là. Il y a peut-être quelqu'un qui va se désabonner. Ça va tomber à 4999. Bravo, Alexis, encore une fois. On attend toujours avec impatience ton émission en direct. Oui. Le CO2 compose seulement 0,3% de l'air. Oui. Toi, tu as frappé. Route un port qui pique souvent. OK. Félicitations pour les 5000 subs. Hein. C'est en un an. 5000 en un an. Pouvez-vous imaginer? C'est ça. Là. Je le disais la semaine dernière. Je suis. Ça aussi, ça encourage. Hein. Le fait que ça se développe. Là. On regarde parce qu'on regarde ça. Hein. On regarde le nombre. On regarde. Si on veut savoir s'il y a de l'intérêt pour ce qu'on fait, on regarde la réaction des gens. Et on regarde le nombre de partages, on regarde le nombre de vues, on regarde s'il y a des contributions financières aussi. Tout ça compte. Hein, les commentaires positifs, les encouragements, tout ça, c'est de l'essence dans la machine pour continuer à mettre ça de l'avant. Puis c'est ça. Avec la réaction des gens, ça nous donne envie de nous améliorer constamment. Comme je le disais tout à l'heure, on va passer à Wirecast la semaine prochaine. Tout est parfait, tout fonctionne. On va avoir le nouveau logo de Radio-Québec en filigrane. Tout fonctionne bien. On va avoir une intro, on va avoir plusieurs angles de vue. Ça va être super. La seule chose, c'est ça, c'est qu'il faut régler le problème du son. Il est encore mono, puis on veut qu'il soit stéréo. En tout cas, on veut qu'il y ait dans les deux haut-parleurs. Fait que ça devrait se régler cette semaine. Là, voilà. « 275 visionnements en cours, 80 likes. » Oui, likez ça, hein. Si vous appréciez la vidéo, ça permet de faire monter la vidéo dans les commentaires. Il y a d'autres choses aussi hein, qui s'en viennent à Radio-Québec. Il y a d'autres développements. En tout cas, vous allez voir. La semaine prochaine, on va lancer Wirecast, donc un système de gestion du streaming plus professionnel. C'est ce qu'André utilise au studio, je pense. Et il y a d'autres choses. On prend de l'expansion. Il y a d'autres choses. Là. On fera les annonces quand ça viendra, là, par exemple, la semaine prochaine. « 10 000 en nous, dit Suzanne. Alors, ouais, bof, on croise les doigts, mais je préfère être prudent, là. Parce que sinon, je veux pas être déçu. Je veux pas dire 10 000 en nous, puis on n'y arrive pas. Mais ça progresse très bien, en tout cas. Vous nous appuyez, l'intérêt est là. Et là, il y a aussi, de mon côté, il faut que je fasse un travail plus professionnel. Là, comme tu vois, des fois, en début d'émission, ou des fois, je trouve qu'il me manque des mots. Il y a une progression de ma part, mais j'aimerais ça que ça se passe plus vite aussi. J'aimerais ça être un meilleur présentateur de nouvelles. En général, ça me prend comme 10 minutes rentrer dans le bain. Hein, c'est seulement après 10-15 minutes, c'est-à-dire à la moitié de l'émission, que je commence à réellement partir. C'est difficile de parler tout seul. Moi, je suis pas un gros parleur. Ceux qui me connaissent, là, je suis pas un gros parleur. Je suis un gars tranquille. Non seulement il faut parler, pas parler à quelqu'un, parler tout seul. C'est pas du tout dans mes cordes, là. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Les immigrants votent toujours PQ. Non, c'est faux.
C'est faux, 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 faux. Les immigrants votent genre à 80% Parti libéral, puis là, il y a comme 10-15% des immigrants qui votent Québec solidaire. Le PQ, la dernière élection, là, je me rappelle d'un sondage l'année dernière, peut-être en avril ou quelque chose comme ça, qui montrait que, ou peut-être durant la campagne électorale, je me rappelle plus, il y a comme plus que 6 mois, l'année dernière, un sondage qui montrait que le PQ obtenait seulement 5% dans les minorités visibles. 5%. Après toutes les salamalaks, après toutes les déchirer sa chemise pour la diversité, après avoir engagé un conseiller à la diversité. Faut-tu être assez mondialiste pour engager un conseiller à la diversité? On se demandera pourquoi les gens ont fui le PQ et sont allés à la CAQ. Seulement après toutes les courbettes du Parti québécois pour avoir l'air inclusif, pour avoir l'air gentil, puis non, on n'est pas raciste, puis après s'être défendu de tout, puis avoir lavé plus blanc que blanc, 5% des minorités visibles votaient Parti québécois. Il faudrait le retrouver. Les immigrants ne votent pas Parti québécois, c'est 000. Ben c'est ça, ça paraît pas trop que tu es un grand parleur, mais c'est parce que comment je pourrais dire? Hein? L'appétit vient en mangeant, c'est ça. Donc ça prend toujours un petit peu de temps partir. En début de live, c'est toujours un peu plus laborieux pour moi. Après ça, ça devient plus facile. Puis avec le temps aussi. Hein? Donc ça fait quoi? Ça fait à peine 6 mois que je fais des directs, que je fais le web journal. Et il y a une bonne progression depuis 6 mois. J'espère être très professionnel, hein, d'être à la hauteur de vos attentes d'ici cette année, en 2019. Ça devrait être l'année de Radio-Québec 2019. Ça devrait être l'année où est-ce qu'on devient, où est-ce que je m'améliore, je deviens professionnel, puis où est-ce qu'on décolle. Voilà. Quoi d'autre? J'ai pas vu de journal de questions jusqu'à maintenant. On dirait que les commentaires sont gelés sur Facebook. YouTube, est-ce que vous avez des commentaires? Tu es dans ton élément avec le web journal. Oui, c'est ça, hein? Beaucoup de personnes m'ont dit, la semaine dernière, quand j'ai dit il n'y a pas beaucoup de personnes ont regardé mes bloopers, etc., il y a comme une demi-douzaine de personnes au moins, si c'est pas plus, qui m'ont répété ce qu'on aime de toi, c'est ton sérieux. Hein? C'est un mélange de format convivial et de sérieux. Alors, concentre-toi sur ce que tu fais de bien. Donc, les web journaux, de l'analyse sérieuse, etc. Et c'est ce que j'entends faire. Je vous ai entendu. Comme je vous ai entendu pour l'éclairage. L'éclairage, qu'est-ce que vous pensez de l'éclairage? Dites-moi rapidement comme ça, qu'est-ce que vous pensez de l'éclairage? Caro Lambert dit Trudeau versus SNC-Lavalin, que va-t-il se passer s'il est trouvé coupable? Pas grand-chose. Les élections s'en viennent. Ça peut, au maximum, ça peut l'affecter politiquement, mais je pense pas qu'il va avoir comme un procès, il va avoir un blâme peut-être, puis ça va être pas mal tout, là. Un premier ministre est capable de se sortir de ce genre de controverse-là. Hein. Ça a beaucoup de pouvoir dans le système parlementaire britannique. Un premier ministre, c'est très, très, très difficile de s'attaquer à un premier ministre dans le système parlementaire britannique. Il est essentiellement... il peut gouverner comme un empereur avec 25-30% de la population. Avoir reçu les votes de 25-30% de la population. Alors, mais ce que ça peut avoir, c'est un effet négatif sur sa cote de popularité. Les élections s'en viennent. Et donc, à cause du fait que les élections s'en viennent, tout devient politique. Et ce que ça va affecter, c'est son capital politique. Et ça va lui coûter éventuellement... s'il paye suffisamment cher en capital politique, ça peut lui coûter son poste. Un peu plus orangé, léger, c'est chaleureux, dit Louise Verville. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit que ça faisait blanc cafétéria avant. C'est vrai que je trouvais ça. C'est à cause du mur. Hein, c'est comme c'est une espèce de panneau fini béton. Et ça augmente beaucoup le blanc. Donc, c'est ça. Plus de jaune, ça fait un petit peu plus chaleureux. Avec un petit peu plus de décor aussi. Il y a ça aussi, là. Un petit peu plus de décor. Voilà. L'éclairage est parfait comme ça, dit Nicole Lafontaine.
Il va s'excuser en pleurant, exactement. Oui, c'est ça, Lise Gagnon. Il va s'excuser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Trudeau pleurer, hein? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit calme-toi un peu là-dessus, là, t'as l'air complètement ridicule. T'as l'air d'un psychopathe, essentiellement, quelqu'un qui a aucun contrôle sur ses émotions. C'est de ça qu'avait l'air Trudeau. Oui, je sais que mon écran, Patrick Aubry, mon écran me donne du bleu dans le visage. On peut pas faire grand-chose là-dessus, là. Voilà. Qu'est-ce qui va amener Nessara au Canada? Qu'est-ce qui doit tomber? Mais à partir du moment où est-ce que les banques centrales partout dans le monde perdent de leur pouvoir, là, puis sont plus capables d'imprimer de l'argent puis de contrôler les gouvernements par la dette, hein, c'est ça. Tout le monde le sait qu'il y a un reset économique mondial qui s'en vient. Tout le monde le sait. Et en conséquence, tout le monde devrait se préparer. Tout le monde devrait avoir comme un mois de nourriture. Éventuellement, ça va arriver. Là. J'avais dit, je pense il y a 2 semaines, que je pensais que ça allait se passer dans le 2e mandat de Donald Trump, après 2020, parce que je pense pas qu'il y a trop sur la planche avant l'élection. Il pourra pas gérer ça. L'objectif, c'était de le faire tomber en faisant cracher l'économie avant 2020, mais là, en blâmant la Fed, ils se sont calmés un peu, la Fed. Ils ont arrêté de monter les taux d'intérêt. Et je pense que de toute façon, toute la recette économique, ça va être après la prochaine élection. Mais c'est ça. Donc, on sait que ça s'en vient. Et tout le monde dit que ça va être un crash. Préparez-vous. Non, ça ne sera pas un crash. J'ai dit qu'il va y avoir un reset. Ça va être un crash contrôlé. Ça va être un crash contrôlé. C'est prévu. Puis on en parle, hein. J'en parle de la dette. Hein. J'ai parlé de la dette il y a 2 semaines. Trump, ça ne dérangeait pas d'avoir trop de dettes, d'avoir beaucoup de dettes parce que éventuellement, la valeur du dollar va baisser puis elle va être facile à rembourser, la dette. Là, ici, on voit qu'il sort des pays, il sort des pays où il y a du pétrole. Hein, il ramène les troupes à maison essentiellement. Donc, il n'est plus dans une logique néoconservatrice de défendre le pétrodollar partout dans le monde. Donc, ça va causer l'implosion du dollar. Et ça va dans le sens de ce que je disais la semaine dernière. Il y a quelque chose, le dollar va baisser, hein, il va y avoir une implosion. Et ça va être facile, la dette va être facile à rembourser à la Fed. Je parle de la dette à la Réserve fédérale, là. Il y a des parties de la dette qui ne seront pas remboursables comme ça. Il y a des parties, il y a des investisseurs privés, il y a des fonds de pension qui ont racheté de la dette américaine. Eux, ça se peut qu'ils soient comme remboursés intégralement, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a sûrement un plan pour eux autres, mais l'objectif de la dette, là, de faire s'effondrer, je veux dire, le dollar, c'est d'enlever le pouvoir aux banques centrales. Hein? Les gens comme Pierre Martin vont vous dire les États-Unis s'en vont dans le mur, le dollar va s'effondrer. Ils comprennent pas c'est quoi le jeu de Trump et la Réserve fédérale, le Trump et les élites mondialistes. Le gars, il a écouté probablement aucun discours de Trump durant la campagne électorale. Trump les pointait du doigt, les élites mondialistes qui oppriment le peuple, notamment au discours de West Palm Beach. Hein? Et trouvez ça, allez lire la transcription du discours de Trump, le discours de West Palm Beach. Il a pointé directement du doigt je veux dire, ceux qui contrôlent la finance internationale et leurs valets dans les médias, comme les oppresseurs du peuple. Lui est là pour redonner le pouvoir au peuple américain. We the people. Alors, c'est ça. C'est ce qu'on a entendu aussi lors du discours, de son discours d'inauguration. Et il y avait des relents de ça dans le discours sur l'État de l'Union, là. Olivier Delamarche, Olivier Delamarche, lui, il est très, très pessimiste. Oui, il est intéressant, mais il est très, très pessimiste. Puis c'est comme s'il disait, il est comme dans beaucoup d'économistes pessimistes, hein, comme Adam Schiff, Peter Schiff, je me rappelle pas c'est quoi. L'autre économiste qui dit, il y a de la dette, c'est des gens comme Olivier Delamarche et comme Peter Schiff, ou je me rappelle pas c'est quoi son nom, Schiff en tout cas. Qui disent que le système c'est une bulle, le système va s'effondrer, on s'en va vers la catastrophe économique, etc. La dette, c'est une question politique. Hein? S'il y a un effondrement, c'est que l'effondrement est voulu. Il n'y a pas d'effondrement genre par magie ou par hasard. C'est parce que les investisseurs, comme les banques centrales, les banquiers centraux, ont décidé de créer
un effondrement. Les phases de croissance et de décroissance, les crashs et les boosts économiques sont gérés. C'est essentiellement géré. Et là, il n'y a pas de... Normalement, s'ils avaient voulu... s'ils avaient pu, ils auraient torpillé Trump avec l'économie. Mais ils sont pas capables de torpiller Trump avec l'économie parce que il y a un jeu de bras de fer politique. Et la question de la dette et la question d'un potentiel effondrement économique est liée à une question de bras de fer politique. Quand tu as des présidents ou des premiers ministres qui sont contrôlés par les banques, qui sont contrôlés par les mondialistes comme des pantins, tu peux faire effondrer l'économie d'un pays. Mais quand tu as quelqu'un qui est totalement indépendant comme Donald Trump puis qui menace la Fed, il dit si vous faites ça, on vous bouffe tout rond, on vous enlève votre pouvoir. Ben là, c'est pensez-y bien avant de faire cracher l'économie. Vous comprenez que Trump est libre. C'est pas le cas de Trudeau, Macron, c'est des pantins. Si on décide de faire s'effondrer l'économie de la France, eux autres, ils n'ont aucun recours parce qu'ils ont été mis en place par ceux qui vont faire s'effondrer l'économie. Trump n'a pas été mis en place par ceux qui voudraient faire s'effondrer l'économie. Au contraire, il s'est présenté comme Saint-Georges contre le dragon, là, comme pourfendeur des élites mondialistes qui contrôlent, qui asservissent les peuples par la dette. Voilà. OK. Quoi d'autre? Les commentaires sont gelés sur Facebook, encore une fois. Ben écoutez, ça fait presque une heure, là. Je commence à avoir mal aux yeux. Devant un écran comme ça. Je passe la majeure partie de ma journée devant un écran. On va se laisser là-dessus, tout le monde. On va se retrouver mercredi pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Mercredi le 13. Vous le savez, ce sont les lundis et les mercredis. Vous n'avez pas besoin de notifications. Une des preuves, d'ailleurs, j'en parlais la semaine dernière, une des preuves qu'on est shadow banné. Google, il y a plein de personnes qui me disent je ne reçois plus les notifications. Ma cloche a été désactivée. J'ai reçu les notifications 1h30 en retard, etc., etc. On se fait mettre de la pression. On est flagué Radio-Québec. Parce qu'on est anti-mondialiste, comme Salvini, comme Trump, comme toute la gang, comme les gilets jaunes dont on parle pas. Nous, on parle de ce dont les médias ne parlent pas, et donc les géants de Silicon Valley nous ont identifiés puis nous mettent des bâtons dans les roues. OK? Alors, ça ralentit la progression, mais ils sont pas capables d'arrêter une progression faite manuellement. Alors, partagez au possible. Si vous trouvez que l'émission est bonne, partagez. Et voilà, c'est comme ça qu'on va être capable de contourner la censure, au moins de Google, de Facebook, etc. Voilà. Alors, sur ça, je vous dis bonne fin de soirée. Et on se retrouve mercredi soir. Bye bye.